Officiellement, le loup a disparu du massif vosgien il y a environ 150 ans. L'homme l'a éradiqué. Il n'y a pas de doute, l'homme l'a éradiqué, c'était voulu. Dans le monde animal comme végétal d'ailleurs, rien n'est figé. Rien n'est figé, tout est en mouvement permanent. Alors on ne le voit pas forcément, c'est vrai, on ne le voit pas forcément. Mais je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé dans les 60 dernières années dans le monde animal. En 1956, dans la vallée, on introduit, on ne réintroduit pas, on introduit le chamois. 11 bêtes dans la forêt communale de Ranspach. 1962, retour naturel du cerf. Et ils sont revenus par le massif du Grand Ventron, mais très vite, ils sont allés sur le rive gauche de la vallée de la Ture, Auderen et Ranspach en particulier. 1976, retour du faucon pèlerin. Donc le faucon pèlerin est un rapace de haut vol, spécialiste des pigeons, le rapace le plus rapide du monde. Donc un couple se réinstalle naturellement dans la vallée. C'était exceptionnel dans la mesure où à l'époque, il n'y avait que 2 couples recensés sur l'ensemble des Hautes-Vosges. 1981, retour du grand corbeau, qui a niché pour la première fois dans la cuisine du diable. 1983, l'homme, enfin en Alsace pardon, on réintroduit, on n'introduit pas, on réintroduit, parce qu'il y a une nuance, hein, on introduit le lynx au-dessus de Ribeauvillé au Tenchel. Très vite, très vite, très vite. Des animaux sont descendus dans le sud du massif vosgien. On n'a d'ailleurs jamais trop su pourquoi. C'est dans la vallée qu'on a trouvé, à l'époque, pour les plus anciens, souvenez-vous, le fameux Bauric, qui a été retrouvé mort dans la forêt communale de Villers-sur-Ture. 1998, un événement totalement exceptionnel, tentative de nidification d'un couple de cigognes noires. Alors la cigogne noire, elle n'est pas très connue par rapport à la blanche. Ici dans la vallée de la Ture. Totalement exceptionnel, totalement exceptionnel. Tentative de nidification qui échoue. Donc la cigogne noire, oui, une petite parenthèse, la cigogne noire est une cigogne forestière. D'accord. Voilà. 2007, arrivée du Milan Royal. Il n'a fait qu'un petit passage, mais il n'est pas resté. 2008, alors là, pareil, tout à fait exceptionnel. Au bout de 70 ans d'absence, retour du hibou grand-duc. Alors le hibou grand-duc a ça de particulier, c'est que dans la mémoire humaine, dans la mémoire collective, disons, de la vallée de Saint-Amarin, j'ai encore connu ces gens qui connaissaient très bien le grand-duc, parce que tout simplement, ils les dénichaient. Alors en fait, finalement, le loup, il est apparu en 2011, non pas dans la vallée de la Ture, mais les premiers problèmes qu'il y a eu au niveau des cheptels ovins, c'était sur la commune de Ventron et la Bresse. D'accord. Voilà, c'est là qu'on a commencé à parler du loup dans le massif vosgien. Et depuis donc cette époque-là, on peut dire qu'il y a toujours du loup dans le massif vosgien. Je raisonnais écosystème forestier. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Le loup en fait partie. Il a été détruit, il a été éliminé. Donc si vous voulez, naturellement, il y aurait du loup. Il y aurait du loup dans toutes les forêts tempérées. On peut penser que sur l'échelle du temps, donc on ne va pas parler sur 2 ans, sur 3 ans, même depuis 2011 qu'il y a le retour de loup, on peut penser que oui, le loup aura un impact sur la forêt. Je m'exprime un peu mieux. À partir du moment que les ongulés sont chassés par le loup, c'est-à-dire les cerfs, les chevreuils, les chamois, il faudrait rajouter le sanglier, parce qu'on parle très peu du sanglier, mais il faut quand même savoir que le sanglier est une proie du loup. Ils sont totalement obligés d'intégrer la présence de ce prédateur, ce qui fait que ces animaux vont changer leur comportement. Ça, il n'y a pas l'ombre de doute. Alors sous quelle forme, ça, franchement, je ne peux pas vous le répondre. Est-ce qu'ils vont se déplacer? Ça, tout ça, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est certain, pour la forêt, ça aura un aspect positif. Alors l'impact positif, c'est donc par rapport à ce que nous on appelle dans notre langage la régénération naturelle. D'accord. Les jeunes sapins. Tenez, ce que vous avez là. Ce que vous avez là. Voilà ce qu'on appelle dans notre langage la régénération naturelle. Et je vous montre ici une trouée tempête qui date de 99. Cette trouée tempête, depuis 99, aurait dû se régénérer d'essences diverses. Le sapin, le hêtre, le bouleau, l'érable, les sorbiers.
toute la flore forestière classique qui s'installe dans un milieu, j'allais dire, pionnier. Nous avons suffisamment de semenciers autour. Que s'est-il passé depuis 1999? Le hêtre et le sapin ont bien essayé de s'installer. Le sapin a été totalement abruti, mais il n'y en a plus, comme vous pouvez le constater. Quant au hêtre, il n'y a qu'à regarder. Tout est abruti. Il n'y a pas moyen de faire sortir un arbre. Je pense qu'ici, c'est essentiellement la dent des cervidés qui ont tout simplement abruti l'ensemble des plants qui essaient de pousser. Regardez les hêtres. Aucun bourgeon terminal n'arrive à passer. Les arbres sont carrément devenus des bonsaïs puisqu'ils sont pâturés, surpâturés tous les ans. Ce qui fait que ça vous donne cette forme un peu pyramidale. Mais l'arbre en aucun moment n'est capable de sortir. Beaucoup plus grave, la végétation herbacée qui ici devrait être de la lusule et de la fuituque a pratiquement été convertie par les cervidés et les cervidés en ont pratiquement fait un pâturage puisqu'en fait nous partons sur une variété de graminées maintenant. Donc en fait le cerf il est en train de faire son propre milieu, c'est-à-dire il fait de la forêt avec sa propre pâture. Forestièrement parlant, c'est pas possible. Cette situation fait que dans nombreuses forêts de la vallée, tout le système de régénération naturelle est totalement bloqué et c'est tout le drame des forestiers à l'heure d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être contre le gibier, il s'agit simplement de revenir en équilibre de manière à ce que ces jeunes êtres qui sont là puissent croître et un jour prendre la relève des arbres adultes qui sont autour de nous. On retrouve le même phénomène dans les peuplements de sapins. On assiste donc également à une fragilisation et un appauvrissement de l'écosystème forestier. L'abrutissement de ces sapins devant nous est total. L'atteinte la plus grave est celle qui affecte la pousse terminale. C'est elle qui permet la croissance en hauteur de l'arbre et qui surtout détermine la forme de notre arbre. Alors quand les arbres sont surbroutés, comme c'est le cas devant nous, en général, au bout de quelques années, l'arbre meurt. Plantation d'épicéas. Regardez dans quel état est l'arbre. Sans commentaire. Après le sapin, c'est également la myrtille qui est en forte régression. Les myrtilles ici sont tellement broutées que même la floraison ne peut plus avoir lieu. Localement, regardez bien, devant nous, vous connaissez tous les myrtillers, elles devraient avoir minimum 50 cm de haut. Alors le premier regard du forestier, avant de les exploiter, c'est de voir s'il y a de la régénération naturelle. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer les abrutissements. Un autre procédé de dégâts de gibier, c'est les écorçages. À une époque, on parlait beaucoup des écorçages d'épicéas, mais on a surtout découvert les écorçages de hêtres depuis 4-5 ans. Les cerfs mangent l'écorce au mois de mai-juin. Ce qui est mangé là de l'an dernier. On voit que l'arbre essaie de se cicatriser. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que le hêtre, au bout d'un moment, meurt et il casse. Voilà ce qui se passe au bout de 2 ans. Des arbres écorcés comme celui-ci, 2 ans après, au vu de cette situation, nous nous retrouvons avec ça. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, l'animal détruit son propre milieu. Et il y a une perte économique pour les communes.